Bonjour à tous, merci de prendre du plaisir à suivre l'actualité sur Eden TV. Voici le sommaire. Le point du lancement de l'atelier d'élaboration du programme national du développement de la filière soja au Bénin. Cette séance est tenue ce mardi 10 octobre 2017 à Cotonou, plus précisément à l'Infosec. Et puis la Direction générale de l'environnement et du climat, dans le cadre de la présentation du projet de promotion des sachets biodégradables, a fait d'une pierre deux coups. 9 groupements d'intérêt économique qui fabriquent des emballages biodégradables ont aussi reçu un appui technique ce mardi 10 octobre. Et puis les Libériens ont voté ce mardi pour consolider la démocratie. C'est l'heure du dépouillement dans ce pays. Ils sont 20 candidats à vouloir succéder à la présidente Ellen Johnson Sirleaf. À nouveau, bonjour et merci de prendre du plaisir à nous suivre. 9 groupements d'intérêt économique qui fabriquent les emballages biodégradables ont reçu ce mardi 10 octobre 2017 des équipements de travail, un appui technique pour permettre à ces associations d'améliorer leur capacité d'intervention et de promouvoir l'utilisation des sachets biodégradables. C'est une initiative de la Direction générale de l'environnement et du climat, ceci dans le cadre de la présentation du projet de promotion des sachets biodégradables. Voici le reportage. La lutte contre l'utilisation des sachets plastiques au Bénin est l'une des préoccupations du ministère du Cadre de vie et du développement durable, car ces sachets non biodégradables constituent des polluants les plus persistants qui nuisent à la sauvegarde de la biodiversité. Pour donc réduire leur consommation, des associations d'intérêt économique ont été créées pour produire des sacs alternatifs aux sachets plastiques. Parmi elles, 9 ont reçu ce mardi 10 octobre 2017 des équipements pour renforcer leur capacité de confectionner des sacs biodégradables. Le directeur général de l'environnement et du climat, professeur Martin Aïna Pépin, met l'accent sur les conséquences néfastes des sachets plastiques. Nous avons appelé l'attention de tous nos concitoyens sur le danger que les sachets plastiques constituent donc pour l'environnement et pour la santé. Beaucoup de personnes utilisent donc ces sachets, les brûlent systématiquement, et puis les fumées donc issues donc du brûlage de ces sachets donnent des particules qui sont cancérigènes pour la santé. Donc nous avons continué la sensibilisation pour que tous les Béninois puissent comprendre et s'abonner désormais aux sachets biodégradables. Nous encourageons donc la mise en place d'usines pour la création d'emplois, et ces usines sont en train de travailler actuellement sur leur business plan, ce qui leur permettra de s'installer pour pouvoir produire en quantité suffisante des sachets. Le secrétaire général du ministère représentant le ministre du Cadre de vie et du développement durable explique quant à lui le bien fondé de cette initiative. L'objectif de cette action est de substituer progressivement les sachets plastiques non biodégradables par ceux non nocifs pour la santé et l'environnement. Pour substituer ces sachets nocifs, il faut promouvoir les alternatives fiables, plus hygiéniques et plus esthétiques. Cette assistance, quoique modeste, est composée de 3 tricycles avec casque, 25 tables de coupe en bois massif, 30 chaises simples, 2 vidéoprojecteurs, 2 grandes barques de 12 planches munies de moteurs hors-bord Yamaha 40 CV, des matériaux de transformation. Le porte-parole des récipiendaires pour sa part promet au nom de ses pairs un usage judicieux de ces matériels de travail. Les défis à relever pour juguler tous ensemble ce fléau restent encore nombreux. Voilà pourquoi nous promettons de faire usage utile des dons que vous nous faites ce jour en vue de renforcer nos capacités à vous accompagner dans cette lutte qui nous concerne tous. Espérant que chaque Béninois et chaque Béninoise décide et adopte un mode de production et de consommation responsable et respectueux de l'environnement. La remise de ces équipements à ces groupements vise essentiellement la lutte contre la prolifération des sachets plastiques et à promouvoir l'utilisation des emballages biodégradables.
Je vous l'annonçais au sommet, lancement de l'atelier d'élaboration du programme national de développement de la filière soja au Bénin. C'était ce mardi 10 octobre 2017 à l'Infosec de Cotonou, ceci en présence des acteurs de la filière, des autorités du ministère de l'Agriculture et des partenaires techniques et financiers. Plus de précisions maintenant dans ce reportage de Fréjus Seulan et de Fréjus Fiossi. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, par l'organisation de cet atelier, vient lancer le processus inclusif d'élaboration du Programme national de développement de la filière soja, PNDF Soja au Bénin. Ceci avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers dans la coopération allemande GIZ. Ce programme, une fois élaboré, favorisera la coordination, la mutualisation et la synergie des interventions sur la filière soja, retenue comme filière émergente au niveau du programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021 et du plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Un intérêt particulier accordé à la filière soja donc, que justifie le ministère de l'Agriculture. En effet, le soja est une culture stratégique dans le système de production agricole au Bénin à cause de ses multiples fonctions. C'est une culture qui contribue à la restauration et au maintien de la fertilité de nos sols qui se dégradent de plus en plus. Le soja joue aussi un rôle important dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je suis donc heureuse de constater que la démarche que vous avez retenue capitalise les acquis du secteur en se fondant sur l'approche Value Links et en se conformant aux documents de la stratégie nationale de promotion des filières agricoles, intégrant l'outil cluster agricole que nous avons récemment validé. Présent pour s'assurer que les orientations qui verront le jour à cet atelier respectent le cadrage imposé au niveau du secteur agricole et rural, le secrétaire technique permanent du Bureau d'études et d'appui au secteur agricole B2A s'est prononcé sur l'importance de l'élaboration du PNDF Soja. Il est nécessaire de savoir sur quel maillon de la filière chacun doit pouvoir intervenir. Comment arriver à nous imposer nous-mêmes un niveau de production de cette spéculation pour couvrir les besoins alimentaires, les besoins de notre industrie. Là serait le grand challenge. Et si nous arrivons donc à faire cette programmation, à faire cette planification, à nous engager maintenant pour pouvoir l'assurer, nous aurons réussi à faire du soja une filière qui permet à la paysanne et aux paysans de gagner son pain. Avec cette volonté d'assurer une meilleure coordination des interventions sur la filière soja au Bénin, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a le soutien de la coopération allemande GIZ. Je puis vous assurer de l'engagement de la coopération allemande à ne ménager ses appuis pour mettre à la disposition du MAEP et du secteur privé des instruments techniques de promotion des chaînes de valeur ajoutée et des moyens financiers pour réaliser l'ambition du gouvernement du Bénin de booster la filière soja. Notons que la production du soja grain est passée de 12 433 tonnes en 2007 à 156 901 tonnes en 2016. Les travaux de cet atelier d'élaboration du programme national pour le développement de la filière soja au Bénin seront sanctionnés par la validation d'une feuille de route qui précise les actions clés avec délai pour la suite du processus. Dans un tout autre registre maintenant, les partis politiques multiplient leurs actions. Un réveil vif après une léthargie au lendemain de la présidentielle de 2016. Si l'on peut deviner déjà les causes de ce regain d'activité, pour ne pas parler des prochaines législatives, une question taraude tout de même les esprits. Pourquoi si tôt? À 2 ans du scrutin et ce regain d'activité des partis politiques, les éléments de réponse dans cette analyse de Fréjus Seulan. L'animation de l'arène politique au Bénin redevient peu à peu une réalité. Une renaissance intrinsèque aux législatives prochaines. Mais pourquoi lancer les hostilités si tôt en 2017 pour ces scrutins de 2019? Les raisons de ce regain d'activité sont intimement liées à la léthargie des partis politiques il y a encore quelque temps. Les partis politiques étaient comme amorphes, comme sonnés. Et ils étaient sonnés par les échéances électorales sur les 2 dernières années. Là. Celui qui était le principal bailleur de fonds de la plupart des partis politiques est désormais aux affaires.
Donc, beaucoup de partis politiques, du coup, ont perdu le nerf de la guerre. C'est un peu comme si beaucoup de partis politiques, beaucoup de forces politiques ont dû tenter de retrouver des raisons d'exister. Si pour certains partis politiques, il est question de faire de la figuration, pour d'autres, il s'agit d'une course pour accéder à la tribune officielle. La plupart des partis qui sont représentés dans ces assemblées locales et à l'Assemblée nationale sont sollicités, soit dans une coalition, une grande coalition autour du chef de l'État, soit tout en ne mettant pas en place une coalition. Et pour se faire compter, il faut démontrer son existence, d'où ce regain d'intérêt. Une tâche qui n'est pas si aisée. Lors de la dernière élection présidentielle, la plupart des grands partis ont soutenu un candidat qui a échoué. Il y a un désaveu de ces partis traditionnels. Et donc, il y a comme un terrain vierge sur lequel beaucoup de gens veulent surfer. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes qu'on observe aujourd'hui. Maintenant, il y a les anciens partis eux-mêmes qui tentent de revenir sous d'une comme la plupart aujourd'hui, ils sont avec le chef de l'État parce qu'ils se disent que si celui-là a pu nous battre alors que nous ne l'avons pas soutenu, nous n'avons pas aujourd'hui les moyens pour le combattre. Vaut mieux être avec lui pour avoir quelques strapontins, quelques postes de responsabilité et avoir un peu de moyens pour reconstituer notre parti. Il s'agit aussi donc d'une affaire pécuniaire. Cette réactivation est une stratégie de conquête de nouveaux gains. Donc ces gains politiques peuvent être réinvestis dans la campagne électorale. Aucune stratégie n'est alors ménagée par les partis politiques pour préparer 2019, tant la menace est plus présente dans le landerneau politique. Nous avons une alternance au sommet de l'État. Il y a de nouvelles personnalités qui sont apparues. Ces nouvelles personnalités vont mettre en place des structures politiques à la base qui risquent de les écraser. D'où la nécessité pour eux de se réorganiser et activer leurs structures locales, les faire fonctionner pour continuer à exister. Ils ressentent peut-être davantage que précédemment la nécessité de reprendre contact avec le terrain. Un terrain bien hostile avec une certaine jeunesse pro-dégagisme, le bloc présidentiel qui continue de se constituer est le camp du régime de faim, impatient de prendre sa revanche et électrisé par les frustrés de la rupture. L'actualité s'ouvre sur le continent africain maintenant. Le comptage des voix a commencé au Libéria où l'on connaîtra le successeur de la présidente Ellen Johnson Sirleaf au lendemain, au pouvoir depuis 12 ans, devrais-je dire. Si aucun candidat n'obtient 50% à l'issue de ce premier tour, il faudra donc s'attendre à un second tour. C'est du moins ce que tentera de nous dire Arnaud Morille-Agua dans ce reportage. Plus de 2 millions de Libériens ont voté ce mardi pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique, au cours d'un scrutin très ouvert devant enraciner la démocratie dans un pays encore meurtri par la guerre civile. Outre leur nouveau président, le premier a succédé à un autre dirigeant élu depuis plus de 110 ans. Les Libériens se sont rendus aux urnes pour renouveler les 73 sièges de la Chambre des représentants. Le scrutin présidentiel se déroule en 2 tours, à moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier tour. Les législatives ne comportent qu'un seul tour. Parmi les favoris figure le sénateur George Weah, légende du football africain, battu au second tour par Madame Sirleaf en 2005, puis comme candidat à la vice-présidence en 2011. Dans une allocution, Madame Sirleaf, 118 ans, couronnée par le prix Nobel de la paix en 2011, a salué le jour du vote et l'apprécie comme un jour historique pour sa nation et la consolidation de la jeune démocratie libérienne. Pour la première fois depuis 3 générations, nous nous apprêtons à transférer l'autorité présidentielle d'un dirigeant à un autre de façon démocratique et pacifique. Prenons un moment pour prendre conscience de la distance que nous avons parcourue en tant que nation
et en tant que peuple d'une société détruite par la guerre à l'une des démocraties les plus vibrantes de l'Afrique de l'Ouest. En référence aux guerres civiles atroces qui ont meurtri le pays entre 1989 et 2003, faisant quelques 250 000 morts, elle a rappelé ses concitoyens à mesurer le chemin parcouru. Allez voter de façon pacifique en respectant le droit de chaque Libérien de voter avec dignité et fierté. L'avenir du pays est entre vos mains. Votre vote n'appartient à personne d'autre qu'à vous. Il n'appartient pas par défaut à un parti politique, ni à une ethnie, une religion ou une quelconque affiliation tribale. Mes chers Libériens, nous devons respecter les résultats de cette élection qui seront annoncés par la Commission électorale indépendante. La CEI a mis en place un système qui est fiable, transparent et bâti à partir des meilleurs standards existants. La victoire devrait se jouer en grande partie parmi les quelques 21% d'électeurs âgés de 18 à 22 ans qui éliront leur président pour la première fois. Avec 20 candidats en lice et la sortante dans l'impossibilité de se représenter après 2 mandats, l'hypothèse d'un second tour paraît la plus probable selon les analystes. Vous l'auriez rectifié vous-même le nom de la présidente du Libéria vous-même, c'est bien Ellen Johnson Sirleaf. On passe maintenant en France. On connaîtra ce jour la décision à l'encontre des 9 militants antifascistes accusés d'avoir participé à divers degrés à l'attaque retentissante d'une voiture de police incendiée à Paris en mai 2016. Espagne, maintenant, le président séparatiste catalan Carles Puigdemont a proposé mardi de suspendre une hypothétique déclaration d'indépendance en vue d'un dialogue, sans fixer de délai. Suivez ici quelques précisions. Les institutions catalanes et la société civile ont proposé de nombreuses initiatives au gouvernement et aux institutions espagnoles, toutes documentées depuis le début. Et par tous les moyens possibles, nous avons tenté d'entamer un dialogue pour obtenir un vote référendaire comme l'Écosse l'a fait le 18 septembre 2014. La réponse à toutes ces initiatives a été un refus radical et absolu. Un refus combiné à une persécution des autorités catalanes par la police et la loi. On reste toujours en Espagne, mais il ne sera plus question d'un dialogue, mais plutôt d'une réunion d'urgence ce mercredi. Le gouvernement espagnol devra décider d'une réponse à la signature par les dirigeants indépendantistes en Catalogne. Le Conseil des ministres présidé par Mariano Rajoy décidera des mesures à prendre au lendemain d'une séance parlementaire confuse au Parlement catalan. Vous suivrez plus de précisions dans nos toutes prochaines éditions, bien à propos. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et prenez du plaisir à suivre nos programmes sur Eden TV. Bon appétit.